De retour sur la place Morgan avec un nouvel invité pour nos plateaux télé pour la journée anti-gaspi. J'accueille Éric Gauthier. Bonjour. De l'association Omaki. Tout à fait, voilà. Installé à Mérindol dans le Vaucluse. Voilà, donc Éric, toi tu es cofondateur de cette association. Tu vas nous la présenter. On va faire vite parce que l'association Omaki, c'est une ferme éducative qui travaille sur l'aspect agricole de la production maraîchère comme un outil éducatif pour pouvoir parler de l'alimentation au jour le jour, mais aussi des relations internationales, du gâchis, de la production de déchets, de toutes les incohérences du monde actuel et les incohérences du capitalisme. Quel public est-ce que vous touchez à travers votre association ? On touche différents publics, vraiment d'horizons très, très éparses, que ce soit les enfants dans le cadre scolaire avec qui on fait des interventions pour parler de ces thématiques-là, que ce soit les gens sur le marché ce matin où on faisait un porteur de parole, mais aussi intervenir dans les quartiers en difficulté sur l'installation de jardins partagés. Donc on essaye de toucher au plus possible les différentes populations de notre territoire pour mieux le comprendre et pouvoir travailler avec eux. D'accord. Alors moi j'étais tout à l'heure sur votre stand. En fait, je vous cherchais et vous m'attendiez ici sur le plateau. Exactement. Voilà. Donc, et j'ai pris quelques photos. Donc, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez fait quelque chose d'assez particulier. C'est que je crois que vous vous êtes baladé donc en ville. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Hein. On est resté au bout du marché en fait. Oui, voilà. Vous êtes resté au bout de la place. On a fait un stand où on a fait ce qu'on appelle un porteur de parole. Alors expliquez-nous de quoi. Alors le porteur de parole, c'est de se poser dans la rue avec une question, polémique ou pas, qui va faire réagir les gens. L'intérêt est que les gens en voyant la question se disent moi, soit j'ai un truc à proposer, soit je suis pas d'accord. En tout cas, j'ai envie de le dire, quoi. Oui. Et d'avoir des animateurs autour de la question qui sont là pour discuter avec les gens. Donc, c'est vraiment de discuter pour écouter ce qu'ils ont à dire. Il n'y a pas de notion d'argumentaire, d'essayer de prouver quelque chose ou d'apporter du contenu ou de jugement, quoi. Oui. C'est juste d'avoir un étal de tout ce qui peut se dire sur une thématique. Voilà. Libérer la parole. Libérer la parole et puis du coup la rendre accessible et la transmettre à d'autres parce que on peut se retrouver avec des collectifs associatifs ou des élus ou des intervenants quels qu'ils soient qui ne connaissent pas exactement la parole de leurs concitoyens. Tout à fait. Et du coup, à partir de là, au moins, ça nous donne une image, quoi. On a 25 ou 30 paroles et hop, tac, on voit un peu ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, quoi. C'était quoi la question donc, que vous avez posée, vous ? Alors, la question de ce matin, elle était autour du coup de la journée anti-gaspi et on y a réfléchi et on s'est demandé si... est-ce que si les objets étaient plus chers, est-ce qu'on les gaspillerait moins ? D'accord. Alors, notre réflexion de base, elle était un peu rigolote, c'est qu'on s'est dit, est-ce qu'on a déjà jeté du foie gras ? Ouais. Ou est-ce qu'on a déjà jeté du saumon fumé ? Non, on jette pas ça, parce au prix qu'on a mis dans le truc, on va le manger jusqu'au bout, quoi. Mais une salade flétrie, par contre, on peut se dire, je la mets au compost. Oui, parce qu'elle n'a pas coûté cher, effectivement. Voilà. Alors, parmi les réponses, juste pour dire comme ça, alors, donc, à la question, si tout était cher, gaspillerait-on, c'est ça ? Donc, et là, j'ai une réponse, donc il dit, on a de quoi nourrir la terre entière, le problème, c'est l'injustice. Est-ce que vous, Éric Gauthier, vous êtes d'accord avec ça ? Ouais, ça c'est. J'aime bien cette phrase. Vous avez choisi une belle. Ouais, elle est pas mal. Clairement, en fait, aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut nourrir la planète entière, qu'on produit beaucoup d'alimentation. On en produit même en quantité supérieure à ce qu'on consomme, parce que nous, aujourd'hui, on jette 25% de la nourriture qu'on a dans nos réfrigérateurs. L'industrie. Comment on appelle ça ? Les supermarchés, les intermédiaires. Agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire. En jette elle-même 20 à 25% aussi dans les transformations. Et les gens, les agriculteurs dans les champs, en jettent aussi une partie quand c'est pas normé, parce que la carotte elle est pas assez longue, parce que la pomme est pas assez grosse, etc. Donc au final, nous-mêmes en Europe, on en jette des quantités astronomiques qui sont largement de quoi nourrir l'humanité. Et puis les Nations Unies, qui sont quand même pas un organisme hyper révolutionnaire, ont sorti des rapports de 40 pages pour prouver qu'une agriculture agrobiologique serait capable de nourrir 12 milliards d'habitants. Donc en partant sur une agriculture agrobiologique, en plus ils ont pris quand même
un standard assez sévère, sans utilisation de plastique, avec réintroduction de la diversité dans les champs, etc. D'accord. Donc aujourd'hui, même les organes les plus internationaux qu'on connaisse reconnaissent qu'on peut nourrir largement l'humanité en ayant des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Donc clairement, quand on voit aujourd'hui des problématiques de faim, qu'elles soient chez nous en Europe ou ailleurs dans le monde, elles sont liées à de l'injustice, que ce soit une injustice économique ou une injustice géographique qu'on maîtrise très bien en plus. On sait très bien pourquoi on affame tel pays un jour et pourquoi le lendemain ce sera un autre. C'est des arguments que les politiques, ou que les grands de ce monde gèrent très très bien. Donc derrière, c'est toujours surprenant de se dire dans la rue, les gens en fait le savent très bien. C'est ça qui est impressionnant sur ces 25 commentaires qu'on a eus de ce matin. Oui. Mais on se rend compte qu'il y a une vraie compréhension des enjeux et des problématiques. Et que la plupart des gens s'en sentent impuissants et du coup ils ne savent pas forcément comment agir contre. Mais ils ont vraiment conscience qu'il y a une injustice en tout cas aujourd'hui. Alors on en parlait tout à l'heure avec les invités que j'avais dans le précédent plateau. Monsieur Jean Reynaud qui a tenu je crois une conférence à l'Espace Traîné. Qui nous expliquait, où on a parlé un petit peu de politique, où je leur posais la question justement de savoir aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ces... Parce que la vérité, c'est ça. Face à ces gros groupes d'agroalimentation, les Monsanto, les Nestlé et compagnie, qui poussent à la surconsommation avec les médias, le marketing. Qu'est-ce que nous, on peut faire vraiment concrètement? Est-ce qu'on a un poids? Est-ce qu'on peut vraiment changer les choses? On a un poids qui est énorme de toute façon. Aujourd'hui, on dit société de consommation. Mais du coup, en fait, cette consommation, c'est nous. Du coup, si on veut les priver du truc, c'est pas compliqué. Il suffit que nous, on arrête d'acheter ce qui les nourrit eux-mêmes. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être les individus ne sont pas forcément conscients de ce pouvoir-là qu'ils ont en tant que consommateurs? C'est ça, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les gens ont conscience complètement de la problématique. Ils voient les enjeux, ils savent très bien que le supermarché, ça ruine les paysans qui sont dans son village. Après, il y a comme une sorte de blocage psychologique aussi. On est dans une société hyper individualiste qui a été construite depuis 50 ans. Oui. On le voit encore avec nos maisons qui sont toutes fermées. Est-ce que c'est pas aussi parce que justement tout est fait de sorte que c'est plus facile peut-être pour les personnes, les familles, entre le travail, les enfants, vite on va au supermarché, on fait les courses, plutôt que d'avoir une démarche autre qui demande peut-être un investissement peut-être un peu plus fort, on va dire. Mais carrément, mais ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça, mais c'est super bien organisé. Aujourd'hui, pour louer un appartement, il faut qu'on ait une caution. Il faut qu'on ait aussi une fiche de paye. Si on n'a pas de fiche de paye, on n'a pas d'appartement. Donc du coup, on ne peut rien faire. Si on n'a pas de fiche de paye, on ne peut pas non plus avoir... Je sais plus quoi, l'autre jour, j'ai halluciné, ils me demandaient une fiche de paye. Donc du coup, on est coincé par des trucs. Du coup, on est obligé d'aller travailler. Donc si on va travailler, donc ça nous coûte déjà de l'argent pour se déplacer, pour faire garder les enfants, pour gérer. Du coup, on va au supermarché où la nourriture coûte plus cher que chez les paysans locaux. Mais c'est plus facile parce qu'on a tout d'un coup, on peut prendre le PQ et le shampoing en même temps. Donc du coup, on est coincé dans un truc où on n'arrive pas à en sortir. Mais qu'au final, en fait, on pourrait très bien avoir des habitats où on ne demande pas de fiches de paye. De fiches de paye, de caution, oui. Mais à partir de là, ça décale tout. Parce que si on n'est plus obligé de travailler 35 heures par semaine, on a le temps de garder ses enfants. Mais l'air de rien, une nounou, je ne sais pas combien ça coûte parce que je n'ai pas d'enfants, mais c'est 400, 500 euros par mois. C'est cher, oui. Mais souvent, les gens se retrouvent à devoir en fait aller travailler pour payer les gens qui gardent leurs enfants. C'est un non-sens. Donc on travaille pour payer sa vie de tous les jours. Et du coup, à la fin du mois, il ne nous reste rien, globalement. Qu'on gagne 1200 ou 2000 euros par mois. On travaille pour garder son travail. Exactement. Voilà. Donc on est dans un cycle complètement absurde. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas le temps. Et du coup, on peut pas s'en vouloir à soi, ni à son voisin, ni aux autres. Parce qu'on est à peu près tous dans le même schéma de courir après ce truc-là. Mais c'est vrai que si à un moment, on arrivait à prendre à assez nombreux le recul de se dire, regardons un peu de côté le truc, on prend le temps. Et c'est vrai que nous, on l'a un peu découvert de vivre à la ferme là, pendant 2 ans, parce qu'on était en autonomie énergétique. Du coup, on ne dépensait plus d'électricité. On avait une autogestion sur l'approvisionnement en eau et le retraitement de l'eau. Et du coup, pendant 2 ans, on n'a pratiquement rien dépensé. Et au final, on produisait tous les légumes qu'on mangeait. Et on s'est retrouvé dans une situation où on dépensait moins de 400 euros par mois, mais alors tout en vivant très bien. On mangeait nos céréales, on allait les acheter à la Biocoop, on avait du vin qui était bio, enfin on avait une vie qui était complètement normale. Mais on dépensait moins parce que du coup, en fait, on avait vachement plus de temps
pour compenser ce qu'on aurait dû acheter, quoi. Est-ce qu'on se sent pas un petit peu marginal? Il y a des petits moments de vide comme ça, quoi. Mais globalement, j'ai pas tant l'impression, parce que depuis 4-5 ans que j'ai commencé à changer mon mode de vie, bah, j'ai toujours une vie sociale très intéressante, quoi. J'ai continué à rencontrer plein de gens et au contraire, quoi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de solidarité aussi autour de moi et qu'il y a des trucs, bon bah tac, on ramasse de l'huile d'olive, hop, je vais pouvoir l'échanger contre plein d'autres trucs. Et au final, ça crée des circuits de solidarité qui sont super intéressants et qui donnent envie en fait presque d'aller plus loin, à se dire, bah, si dans le village on était 90 ou 200 ou 400 à pouvoir interagir sur une autre forme d'échange, et bien du coup, on pourrait créer une petite boule de neige, quoi. Et au final, j'ai l'impression que cette boule de neige, elle est quand même un peu créée, quoi, parce qu'aujourd'hui, que ce soit les groupes en transition, des journées comme aujourd'hui, ou ce genre d'événement, il y en a quand même de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui y participent. Oui, qui s'y intéressent aussi. Qui s'y intéressent, parler de Rabhi aujourd'hui, ben, la plupart des gens commencent à avoir entendu parler de Pierre Rabhi ou d'avoir entendu parler de 3 autres. Ah, d'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites. Je tiens à dire à ceux qui nous regardent que dans quelques jours, ils pourront voir la conférence de Pierre Rabhi, qui est à La Rochelle, je crois, ce week-end, voilà, qui a été captée donc et rediffusée par O2 TV. C'est juste une petite info. La preuve, encore une fois, quoi. Aujourd'hui, Pierre Rabhi, il est partout. Et il y a 30 ans, personne n'entendait parler de ce type. Qui est un petit peu le père de l'agriculture biologique en France, on peut dire. Enfin, ça existait, j'aurais pas dit ça comme ça, mais en tout cas, il a porté une parole intéressante. Au goût du jour. Voilà, il a cette personnalité qui est à la fois philosophique et médiatique, et du coup, il a porté un message qui va plus loin et qui, du coup, a touché les gens assez fortement, j'ai l'impression, quoi, parce que... Oui, il a une aura en fait, Pierre Rabhi. Voilà, il a une aura. C'est vrai que dans sa démarche, il a failli se présenter. Enfin, il s'était présenté aux élections présidentielles il y a quelques années aussi. Oui, c'est dommage. On aurait eu le choix entre lui et Chirac. Ça change un petit peu. C'est bien quand il y a des gens nouveaux un peu qui se présentent qui sortent un peu du moule ENA, HEC. Ouais, voilà. Oui, c'est très intéressant. Mais du coup, pour en revenir à cette boule de neige, c'est vrai que elle est vraiment là, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. De toute façon, maintenant, le système, il va essayer de réagir en nous mettant dans des histoires de peur, de crise économique, etc. Mais au final, j'ai l'impression qu'on a un peu passé le truc, quoi. Les gens n'ont plus peur aujourd'hui de proposer des alternatives, de vivre différemment, de vivre autrement. Il y a moins la peur psychologique. Parce qu'on sait que c'est possible. On sait que c'est possible, c'est pour ça. C'est possible et sans revenir à l'âge de pierre, quoi. C'est-à-dire qu'en continuant à avoir l'électricité, en mangeant bien, en pouvant avoir des amis, etc. Oui, parce que souvent, c'est vrai que les gens ont peur de ça. Ah non, les toilettes sèches, ah non, sans électricité et tout. Oui, effectivement. Alors que non, en fait, c'est pas vrai, quoi. C'est un mode de vie qui est complètement vivable. C'est peut-être plus riche même, non, comme vie. Bon, après, je sais pas si c'est plus riche ou pas. En tout cas, moi, je vis bien. Je me sens en forme physique et tout. J'ai pas trop de problèmes. J'ai pas été malade cet hiver. C'était cool, quoi. Vous avez l'air en forme. Non, mais c'est bien. Non, vraiment. Il y a pas de. C'est vrai que et c'est marrant quand j'en parle à des gens, parce que moi j'ai vraiment pas de crainte vis-à-vis de tout ça, quoi. Tout me paraît à peu près clair et sympathique en plus, quoi. C'est convivial, donc c'est sympa, quoi. Alors quels sont les ponts un petit peu que vous créez, vous, entre justement ce monde-là où vous essayez justement de développer des alternatives, des nouvelles façons de vivre, on va dire, beaucoup plus en phase avec l'environnement, beaucoup plus en phase avec une vie peut-être plus simple. Quels sont les ponts que vous créez justement avec la société où tout est speed, c'est la consommation? Comment est-ce que vous communiquez? Comment est-ce que vous amenez les gens à s'intéresser à votre démarche, à amener du public? On s'est rendu compte que les jardins partagés, en fait, le lien qui nous lie à l'agriculture, aux légumes, en fait, à cette production maraîchère, était beaucoup plus fort que ce qu'on avait imaginé, quoi. Et du coup, on a travaillé sur les jardins partagés dans un premier temps. Du coup, on a installé des jardins partagés. On allait sur le marché en proposant aux gens du village, bah tiens, pourquoi pas, on a un bout de terrain là-bas, on pourrait le cultiver ensemble. Et ça marchait vachement bien, quoi. Du coup, après, on a inventé un petit personnage aussi. À un moment, à Mérindol, c'était le planteur masqué. Il venait la nuit pour planter des légumes dans le village, quoi. Et après, il envoyait des lettres à l'école, aux habitants. Et du coup, les habitants ont répondu. Ils se sont mis à planter des trucs. C'était assez rigolo. Et en fait, c'est hyper fort ce lien qui nous lie à ça. Et aujourd'hui, avec les jardins partagés qu'on a, et les gens, ils ont 20 mètres carrés. Donc, ils n'ont pas du tout de quoi produire leurs légumes là-dedans. Et derrière, en fait, on se rend compte que 80% des gens qui sont dans le jardin partagé aujourd'hui s'inscrivent à Enamap, achètent bio, parce qu'au final, ils n'arrivent plus à revenir en arrière. Une fois qu'ils ont goûté
vraiment à ce légume qui était bon, qui était goûtu et qui sentait qui était sain en fait. Mais ils n'arrivent pas à en racheter un autre derrière, quoi. Et là, sur les 2 derniers jardins partagés à Loris et à Mérindol, il y en a un qui s'est inscrit dans une formation pour devenir paysan maraîcher, là, et le deuxième là, qui va passer son été à faire la saison avec un agriculteur biologique à côté de chez nous aussi, en se disant peut-être pourquoi pas, etc. Donc sur des petits trucs comme ça, hop, tac, ça enchaîne, et ça s'arrête vraiment pas, quoi. C'est un peu, encore une fois, cette boule de neige, quoi. Nous, on travaille du coup beaucoup autour du jardin partagé et du vivant parce qu'on a trouvé qu'il y avait un vrai répondant dans la société, quoi. Et toute catégorie socio-professionnelle confondue, quoi. On avait fait ça une fois à Aix-en-Provence, en Cagnane, dans un quartier un peu défavorisé. C'est pareil, on avait 15 familles, ils étaient à fond, hein, ils étaient là, les gamins, ils venaient le mercredi en courant pour venir à l'atelier légumes, quoi. Ce qui peut paraître assez absurde. Un moment, on m'aurait dit la même chose quand j'avais 8-12 ans. Alors, c'est bon, t'es gentil avec tes fraises et tes carottes, mais ça va aller, quoi. Et peut-être aussi qu'il y a ce côté-là où ça ramène un peu de magie, je pense. Exactement, ouais, complètement. Il y a ce truc-là de magie où, avec cette petite graine, ça fait... C'est vrai que c'est dingue. C'est rien que de la voir sortir de terre et après, en plus, tu vas manger quelque chose. C'est vrai que c'est toi qui a quasiment qui a nourri, qui a bichonné pendant des semaines. Mais du coup, c'est aussi se réaliser soi-même. Au travers de ça, on fait quelque chose. Du coup, on reprend confiance aussi en soi et sur sa capacité d'action derrière. Du coup, si je suis capable de faire ça à ce moment-là, peut-être que je suis capable de faire d'autres choses à d'autres moments. Et du coup, tiens. Ça redonne confiance pour redevenir acteur de sa vie. Exactement, tout à fait. Ouais. C'est très intéressant et on vous souhaite bonne continuation. Merci. Eric, au sein de votre association. Où est-ce qu'on peut vous trouver au Maquis? Nous, pour l'instant, nos bureaux sont à Mérindol. On a un site internet, aumaquis.org aussi, où du coup, on peut nous contacter et suivre les actualités de l'association. Et sinon, on cherche toujours un terrain. Donc, si jamais quelqu'un a 2-3 hectares de terre non inondables pour porter un projet éducatif, nous, Vous êtes preneur. On est preneur, que ce soit avec une collectivité ou avec un particulier. À voir. On est là. Bon, l'appel est lancé. Merci, Eric, pour votre participation. Merci, et puis bonne chance merci pour la suite. Invité. De rien.